Le monde s'est réveillé aujourd'hui avec un choc brut, une annonce qui n'a laissé aucun refuge aux élites habituées à contrôler l'Afrique depuis l'ombre. Ibrahim Traoré vient de signer l'ordre qui change la trajectoire du continent, le procès télévisé de Paul-Henri Damiba. Ce n'est pas une simple procédure judiciaire, c'est une dissection publique de la trahison. Pour la première fois, un homme qui portait l'uniforme du peuple est exposé, accusé d'avoir échangé l'avenir de son pays contre l'argent étranger, contre des promesses murmurées dans les couloirs de Washington et les arrière-salles de Bruxelles. Ce procès n'est pas une réaction émotionnelle, ce n'est pas une vengeance improvisée, c'est une décision préparée, accumulée, stratégique, parce qu'une fois qu'un ancien chef d'État est jugé devant les caméras, quelque chose bascule. La trahison cesse d'être un secret toléré, elle devient une honte impossible à cacher. Et cela crée une question que personne ne veut entendre. Si Damiba parle, si les liens, les réseaux, les transactions sortent de l'obscurité, combien de régimes stables en Afrique de l'Ouest survivront encore, car ce n'est pas seulement un homme dans le box, c'est tout un système où l'instabilité devient rentable. Oh Lord. Les lithium, les ressources circulent pendant que les peuples saignent. Traoré ne se présente pas comme un héros unique, il agit comme un pivot. Et lorsque ce pivot bouge, l'architecture entière commence à trembler. La vraie bataille commence maintenant. Ce procès n'existe pas seulement pour juger un homme, il existe pour briser une règle silencieuse qui a dominé l'Afrique pendant 60 ans, la trahison interne protégée par des intérêts externes. Paul-Henri Damiba n'est pas présenté comme un simple dirigeant déchu. Il est décrit comme une pièce dans une mécanique plus vaste, un soldat devenu, selon les accusations, un intermédiaire sophistiqué entre le chaos local et les profits globaux. Et c'est là que tout devient insupportable. Parce que ce n'est pas la défaite qui choque, c'est l'idée que la défaite aurait été organisée. Pendant que les jeunes mouraient dans les tranchées du Sahel, pendant que les familles enterraient leurs enfants, l'ordre de la stabilité aurait été vendu comme une marchandise. Ce n'est pas un accident, c'est un marché. Dans ce marché, l'instabilité africaine est précieuse, elle rend les ressources moins chères, elle rend les frontières plus manipulables, elle rend le dollar plus indispensable. Et Damiba, dans ce récit, n'aurait pas cherché le pouvoir pour gouverner, il aurait cherché le pouvoir pour maintenir la porte ouverte, ouverte aux conseillers étrangers, aux accords invisibles, aux comptes offshore, aux solutions sécuritaires qui n'ont jamais apporté la sécurité. C'est là que Traoré intervient. Mais pas comme un homme emporté par la colère, comme quelqu'un qui comprend que la bataille n'est pas seulement militaire, elle est narrative, économique, psychologique. Téléviser ce procès n'est pas du spectacle, c'est une arme. La transparence devient une attaque directe contre l'habitat naturel du néocolonialisme, le secret. Car une fois que tout est exposé, plus aucun régime pantin ne peut prétendre à l'innocence, plus aucune élite régionale ne peut dormir tranquille. Ce tribunal n'est pas un bâtiment, c'est un projecteur. Et sous cette lumière, l'Afrique découvre quelque chose de dangereux. Le pouvoir peut être jugé, et si cela devient normal au Burkina Faso, alors cela deviendra une exigence ailleurs. Ce qui terrifie les puissances extérieures n'est pas seulement le procès, c'est ce qui l'autorise. Car lorsqu'un peuple voit un ancien chef d'État répondre publiquement de ses actes, une frontière mentale s'effondre. L'impunité cesse d'être une tradition, elle devient une anomalie. Et c'est exactement là que l'onde de choc commence. Ce procès, à Ouagadougou. Ne reste pas à Ouagadougou, il traverse les écrans, il traverse les téléphones, il traverse les capitales. Abidjan écoute, Abuja observe. Les palais présidentiels sentent la sueur froide, parce que le danger est contagieux, l'exemple. Depuis des décennies, une alliance tacite a protégé les dirigeants de la région. Un pacte de silence, une assurance mutuelle. Tu ne me yugues pas, yenete yugue pas. Nous restons tous intouchables pendant que nos peuples restent immobiles, mais Traoré a percé cette bulle avec une seule chose, la lumière, et soudain, une question surgit dans l'esprit des jeunes Africains. Cette génération connectée, impatiente. L'Uccide, si le Burkina Faso peut exposer la trahison, pourquoi pas nous? Pourquoi continuons-nous à accepter des présidents qui vivent comme des monarques pendant que les hôpitaux manquent de médicaments?
Pourquoi nos monnaies restent-elles attachées à des banques étrangères alors qu'on nous parle de souveraineté? Ce procès devient alors plus qu'un jugement. Il devient un miroir. Et dans ce miroir, chaque régime pantin voit son reflet. C'est pour cela que les médias occidentaux restent prudents, parfois silencieux. Ils ne craignent pas un homme. Ils craignent une architecture qui s'effondre. Car pendant 60 ans, la stratégie a été simple, garder des gatekeepers fiableuses, des dirigeants qui garantissent que l'or, le pétrole, le cacao seront vendus dans une monnaie que l'Afrique ne contrôle pas. Des hommes qui protègent la domination du dollar comme on protège une forteresse, mais si ces gatekeepers tombent, ou pire, s'ils sont forcés par leur propre peuple à choisir l'Afrique plutôt que l'investisseur étranger, alors le néocolonialisme cesse d'être une théorie. Il devient une ruine. Traoré, ici, n'est plus seulement un nom. Il devient une pression systémique, une faille dans le mur. Et l'histoire l'a prouvé, une faille suffit. Si le peuple pousse, à mesure que le procès avance, une vérité devient impossible à ignorer. Damiba n'est pas le problème, il est la preuve. La preuve qu'il existe un réseau plus long, plus sale, plus ancien que n'importe quel général isolé. Et c'est exactement ce que Traoré suggère. Sans le dire comme une accusation impulsive, mais comme une conclusion accumulée, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la justice burkinabé, c'est la cartographie des ennemis invisibles. Regardez la région. Nigeria, une puissance qui devrait être le cœur battant de la libération africaine, mais dans ce récit, même ce géant apparaît vulnérable à une élite obsédée par l'approbation de Washington plutôt que par la dignité de Lagos. Un incident comme celui du C-130 en 2025 n'est pas décrit comme une erreur technique, c'est un message, une intimidation, un rappel brutal que les grands frères surveillent les petits États dès qu'ils cessent d'obéir. Et quand des activistes sont arrêtés simplement pour solidarité, ce n'est pas la sécurité qu'on emprisonne, c'est une idée. Et les idées ne restent jamais en cellule. Puis vient la Côte d'Ivoire. Le langage officiel parle de démocratie, mais les actes racontent autre chose, succession familiale. Subservience étrangère. Monarchie en costume. Un Burkina Faso souverain devient alors une accusation vivante contre ce modèle, car il expose la question que chaque peuple finit par poser: pourquoi notre richesse ne nous nourrit-elle pas? Pourquoi nos ressources financent-elles toujours ailleurs? C'est là que l'histoire devient plus dangereuse. Parce que ce procès ne juge pas seulement Damiba, il ouvre des pistes, des financements, des réseaux, des noms chuchotés dans les couloirs, et plus la lumière s'élargit, plus les palais comprennent que ce n'est pas un événement. Est une contagion. Maintenant, le système fait face à 3 scénarios. Si ce procès est accepté, alors la transparence devient une norme africaine, et les régimes pantins deviennent obsolètes. Si ce procès est étouffé, alors la trahison redeviendra une monnaie politique, et l'Afrique restera une extraction infinie. Si le silence continue, alors les peuples continueront à vivre avec la même question brûlante. Combien de générations sacrifiées avant que quelqu'un ose regarder le traître en face? Ce procès est une fracture, et une fracture, une fois ouverte, ne se referme jamais sans coup. Ce qui rend cette séquence historique, ce n'est pas seulement l'accusation, c'est la méthode. Traoré aurait pu faire ce que tant d'autres dirigeants ont fait avant lui régler cela dans l'ombre, un jugement rapide, une disparition, une ligne fermée. Mais il choisit l'inverse. Il choisit la transparence comme arme, et ce choix n'est pas émotionnel, c'est une manœuvre stratégique à 10 coups d'avance. Parce que le néocolonialisme ne survit pas par la force brute, il survit par l'obscurité, par les accords signés loin des caméras, par les villas promissées en Europe, par les comptes offshore remplis pendant que les villages meurent lentement. Quand la porte du tribunal s'ouvre, ce monde-là panique, car on ne peut pas négocier dans la lumière. On ne peut pas vendre une nation sous les yeux d'un peuple réveillé, et soudain, Damiba devient plus qu'un homme jugé. Il devient un symbole de ce que l'ancien système produisait. Des officiers transformés en courtiers, des gouvernements transformés en gatekeepers, des États transformés en zones d'extraction. Dans ce récit, la trahison n'est pas un accident moral, c'est un modèle économique. Quand l'Afrique est instable, son or est moins cher. Quand l'Afrique est faible, ses contrats sont volés. Quand l'Afrique brûle, le dollar reste le seul refuge pour les élites corrompues. Voilà la vérité insupportable que ce procès met à nu,
Et c'est pour cela que la télévision n'est pas un détail, c'est la scène principale. Chaque témoignage devient un clou dans le cercueil des deals secrets. Chaque preuve affichée détruit l'excuse traditionnelle. On ne savait pas. On saura. Tout le monde saura. C'est ici que l'impact dépasse la politique. Il devient psychologique. Imaginez une femme comme Amma, 42 ans, 2 diplômes universitaires, 3 emplois manuels pour garder ses enfants à l'école. Elle vit dans un pays où l'économie est appelée miracle, mais où le miracle ne touche jamais sa cuisine. Elle regarde ce procès sur son téléphone en silence, avec ce mélange rare, espoir, terreur, parce qu'elle comprend ce que cela signifie. Les hommes qui semblaient invincibles tremblent sous la lumière, les complots deviennent visibles. Les traîtres ne sont plus des fantômes, ils sont des dossiers. Et dans cette lumière, Traoré fait une chose encore plus dangereuse, il refuse la caricature. Beaucoup auraient exigé l'exécution, mais garder Damiba vivant, condamné à une prison sans fenêtre, devient une autre démonstration. Le nouveau pouvoir africain pense au-delà de la vengeance, il pense au signal. L'Ouest attendait un prétexte pour parler de barbarie. Traoré leur donne un protocole, un respect des procédures, une discipline froide. Encore une fois, ce n'est pas un réflexe, c'est une architecture. Et cette architecture produit une conséquence directe. Si le Burkina Faso prouve que même les puissants répondent devant la loi, alors l'idée même de l'homme intouchable meurt, et quand cette idée meurt, le vieux système n'a plus de refuge. Ce procès est donc une fondation, pas une fin. Une fondation pour une Afrique où les ressources sont protégées par des lois africaines, où les pactes secrets deviennent impossibles, où le peuple regarde et où le peuple juge. À ce stade, le procès cesse d'être un événement, il devient une onde de choc qui traverse les co-conspirateurs. Car quand un homme tombe en pleine lumière, les autres comprennent immédiatement. La chaîne remonte, et c'est exactement ce qui se produit. Des officiers, des hommes d'affaires, des figures qui pensaient être protégées par leurs connexions étrangères, s'effondrent devant les caméras. Ils ne demandent pas seulement pardon, ils confessent. Et chaque confession révèle une vérité encore plus insoutenable. Le complot n'était pas seulement politique, il était industriel, saboter le pays, miner des routes, créer assez de chaos pour justifier le retour des sauveurs étrangers, ce n'est pas une dérive. C'est une stratégie de marché, un marché où le sang africain devient le carburant des interventions, et Traoré, dans ce récit, ne répond pas comme un homme blessé, il répond comme quelqu'un qui comprend la mécanique historique. Si nous ne jugeons pas maintenant, alors chaque futur ambitieux tentera sa chance. Chaque officier saura qu'un coup d'État raté se termine par des excuses et un exil confortable, c'est ce que Traoré ferme. Il ferme l'ère du coup d'État pardonné, il impose une nouvelle règle. Si tu trahis le sol réclamera justice. Et cette règle, une fois posée, dépasse le Burkina Faso, elle devient une pression sur toute l'Afrique de l'Ouest, car les peuples regardent et les peuples apprennent. Quand ils voient des hommes riches trembler, ils réalisent que le pouvoir n'est pas un dieu, c'est une construction humaine. Et tout ce qui est construit peut être démoli. Le système néocolonial comprend alors le danger réel, pas Traoré lui-même. Mais l'habitude qu'il installe, l'habitude de demander des comptes, l'habitude de regarder les contrats, l'habitude de poser la question interdite. Qui profite réellement de notre instabilité? Si cette habitude devient continentale, alors le vieux modèle économique s'écroule. Le modèle du chef acheté, du pays extrait, du peuple silencieux, Traoré agit ici comme un point de rupture. Non parce qu'il est unique, mais parce qu'il force la région à choisir, accepter la lumière, ou retourner à l'obscurité, et l'histoire n'offre jamais ce choix sans prix. À mesure que cette affaire se déploie, une conclusion devient claire. Ce procès n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est le début d'un affrontement entre deux futurs. Car ce que Traoré expose, ce n'est pas une trahison isolée, c'est le mécanisme interne par lequel l'Afrique a été maintenue dans un état de dépendance. Et maintenant, 3 routes s'ouvrent. Si cette transparence est acceptée, alors l'Afrique entre dans une ère où les accords secrets deviennent dangereux, où les dirigeants savent que le peuple observe, où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une infrastructure. Mais si cette transparence est rejetée, si les voisins étouffent l'exemple, alors la trahison redeviendra un outil politique normalisé. Les mêmes réseaux reviendront, les mêmes villas en Europe, les mêmes comptes invisibles,
et l'Afrique restera un terrain de jeu sous contrôle externe, et il existe une troisième option, la plus fréquente, la plus mortelle, le silence. Laisser passer, regarder sans agir, faire comme si ce n'était qu'un épisode burkinabé, mais l'histoire est brutale. Quand le silence continue, l'exploitation devient la norme. Quand la trahison devient normale, la dignité devient radicale. Ce procès est donc un test, pas seulement pour Traoré. Pour toute une génération africaine, pour chaque Amma qui travaille 3 emplois, pour chaque Moussa dont la pension se dissout dans une monnaie attachée à l'étranger, pour chaque jeune qui regarde son avenir vendu comme une marchandise, la question centrale n'est plus Damiba est-il coupable. La question réelle est l'Afrique est-elle prête à regarder ses propres traîtres en face ou continuera-t-elle à chercher des ennemis uniquement à l'extérieur? Pendant que la trahison dîne à sa table, ce procès est un miroir, et personne ne sort intact d'un miroir. Nous revenons alors à l'essentiel. Ce procès n'est pas seulement une scène judiciaire, c'est un moment où l'Afrique cesse, une fois, de baisser les yeux. Pendant des générations, d'autres tribunaux ont jugé l'Afrique, d'autres voix ont décidé de ce qui était civilisé. D'autres puissances ont écrit la définition même de la légitimité. Mais aujourd'hui, le centre se déplace, ce n'est plus Ouagadougou qui demande la permission, c'est le monde qui observe. Traoré, ici, n'est pas présenté comme un sauveur magique, il est la pointe visible d'un mouvement plus profond, une fatigue continentale, une lassitude devant les marionnettes, une impatience face au pacte secret, et ce procès, qu'on l'accepte ou qu'on le combatte, laisse une trace irréversible. Une fois que la lumière est allumée, le noir ne redevient jamais confortable. La question qui reste n'est donc pas seulement politique, elle est historique. Si l'Afrique commence à juger ses propres traîtres, alors une nouvelle norme naît. Si l'Afrique recule, alors l'ancien système reviendra. Comme toujours, avec des visages différents. Mais si l'Afrique choisit de rester silencieuse, alors la dignité restera un rêve reporté. Ce moment exige une décision intérieure. Passe un slogan, un choix. Et maintenant, je vous laisse avec 3 gestes simples. Parlez, discutez, ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Parce que dans l'histoire, les empires ne tombent pas quand un homme crie. Ils tombent quand un peuple cesse d'oublier.